Nos 6 candidats pour le premier de nos 2 débats de la soirée. Chaque candidat dispose donc de 10 minutes de temps de parole, plus 1 minute réservée à la conclusion. À mes côtés pour animer les échanges, Eddy Marajo et Mike Erasque, qui nous rejoindra en fin d'émission. Les internautes, on le rappelle, peuvent nous suivre sur la page Facebook d'ATV et réagir également sur les réseaux sociaux. #DébatATV. Ainsi en a décidé le tirage au sort pour ce premier plateau. Nous retrouvons donc Steve Louis-Marie du Cercle démocratique martiniquais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, le député sortant, Jean-Philippe Nilor, candidat du mouvement indépendantiste martiniquais. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également pour ce premier débat, David Dinal, le candidat de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous Philippe Petit, le candidat de l'UDI. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de participer à ce débat. Également la Ernest Kilo pour la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Et 6e participant à ce débat, monsieur Gabriel Jean-Marie de Lutte ouvrière, Combat ouvrier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Certains d'entre vous sont des habitués des batailles électorales, d'autres font leur baptême du feu, certains sont des élus ou militants expérimentés, d'autres émanent de la société civile. Autant dire que vos profils et vos motivations à participer à cette élection ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection? C'est l'objet du premier volet de ce débat. Alors vous, Steve Louis-Marie, vous êtes résident de Rivière-Pilote à la tête d'une entreprise d'élevage. Vous êtes membre du Cercle démocratique martiniquais. De Martinique. Cercle démocratique de Martinique. Cercle démocratique de Martinique, ce mouvement créé en 2015 par Joanne 2014. Gaudou et d'autres jeunes militants de droite. C'est votre première élection, mais on peut dire que vous avez déjà un certain sens de la provocation, vos formules, caleçonnage, pantouflage, on fait mouche. Sur votre page Facebook, on peut aussi lire que vous êtes le candidat, entre autres, je cite, des fœtus. Bébé qui représente l'avenir. Voilà, c'est écrit sur votre page Facebook. On a le sentiment que pour vous, la politique, c'est d'abord un show, une machine à buzz. Est-ce que je me trompe? Alors, bien sûr. Il faut savoir que pour un candidat, un jeune candidat, il est toujours difficile de se présenter en politique. Pour une raison, parce que nous ne sommes pas forcément dans des grands partis et il nous faut faire entendre notre voix. Alors, vous parlez de buzz, buzz médiatique. Ce buzz a été voulu, il a été créé. Cela me permettait de sortir la tête de l'eau, et c'est ce que j'ai fait, qui me permet d'être aujourd'hui à votre table et d'être politicien, peut-être pas au même titre, mais d'être là avec vous et de pouvoir débattre sur des sujets, tout simplement. D'accord, donc vous... Ce n'est pas du tout la volonté d'un show, c'est tout simplement qu'il y a bien longtemps, j'ai arraché les bornes. J'ai arraché mes bornes, je les ai jetées derrière mon dos. Donc je me sens totalement libre, que ce soit un plateau télé aujourd'hui sur Martinique Première ou dans quelques années ailleurs. ATV, ou ATV, oui, voilà, hein, le lapsus révélateur. Ou sinon ailleurs, peu importe. Mais c'est vrai que je me sens totalement libre et excité de pouvoir dire aux Martiniquais que j'ai des projets, j'ai une ambition claire, bien définie, et voilà, et que je suis jeune dans mes projets. Alors certainement, les jeunes sont ambitieux, ils ont envie de faire des choses, et moi, je me présente parce que je suis décidé, déterminé à faire des choses pour la Martinique. Alors vous êtes, vous, Jean-Philippe Nilor, le député sortant, candidat à un second mandat sous la bannière du mouvement indépendantiste martiniquais. On se souvient qu'en 2012, Alfred Marie-Jeanne quittait cette circonscription du Sud pour se présenter dans le centre atlantique et vous adoubait donc comme son candidat, son dauphin sur cette circonscription du Sud. Samedi dernier, à Rivière-Pilote, il n'était pas présent pour votre présentation de candidature. Alors, Jean-Philippe Nilor, est-ce qu'Alfred Marie-Jeanne vous a lâché? Je trouve l'entrée en matière un peu brutale et très orientée. Je tiens à dire que je suis candidat. J'ai décidé d'être candidat à cette élection, à solliciter de nouveau le suffrage des électeurs et des électrices du sud de la Martinique, parce que, premièrement, je suis porteur d'un bilan qui est correct, qui est défendable. Ensuite, parce que je suis candidat investi par mon parti politique, le mien. En troisième lieu, parce que je reçois en permanence le soutien de milliers d'électeurs, de compatriotes du sud de la Martinique, mais de toute la Martinique d'une manière générale. Et dernier critère particulièrement important, j'ai le soutien entier de ma famille et dans les
Les périodes difficiles, les périodes où on est attaqué sur sa personne, sur sa famille, c'est particulièrement réconfortant et motivant d'avoir le soutien de sa famille. Alors, est-ce que j'ai le soutien d'Alfred Marie-Jeanne? Je pense que vous êtes des journalistes chevronnés et vous êtes en mesure d'aller chercher l'information là où vous devez la chercher. En vous posant la question, par exemple, directement. Ben, j'ai le soutien de mon parti politique. Je suis le seul candidat de mon parti politique. Je ne comprendrai pas que je n'ai pas le soutien du président du MIM, qui l'a déjà déclaré à maintes occasions. Vous comprendrez nos interrogations quand on compare la situation de 2012 par rapport à la situation de 2017. En 2012, il y a eu une présentation forte et une implication forte d'Alfred Marie-Jeanne à vos côtés. Est-ce que, je vais reformuler probablement la question de Kathleen, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment émancipé pour que la présence d'Alfred Marie-Jeanne ne soit plus nécessaire? Je ne pose pas la question dans ces termes-là, vous imaginez bien. Mais à un moment, il faut bien mener campagne soi-même. À un moment, il faut s'émanciper. Et je crois que j'ai cette capacité-là de mener la campagne avec le soutien d'Alfred Marie-Jeanne, avec le soutien de mon parti, mais je n'ai pas besoin qu'il soit présent à mes côtés en permanence. Et je dois dire que pour cela, je bénéficie du concours d'une équipe exceptionnelle autour de moi. Donc, les choses s'annoncent bien, je suis serein. Ce qui est le plus important, en dernière instance, c'est le soutien du peuple. David Dinal, cardiologue, conseiller municipal d'opposition aux Anses d'Arlet, vous défendez les couleurs de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle. Alors, si l'on se réfère à la liste de PMN dans la section sud aux élections à la CTM en 2015, vous figuriez dans les 4 derniers. Avant vous, il y avait des maires, celui de Sainte-Luce en tête, mais aussi du COS, Trois-Îlets. Alors, visiblement, il ne voulait pas y aller. Est-ce qu'on vous a désigné par défaut ? Par défaut ou pas, je suis candidat. J'ai décidé d'être candidat et je le soutiens de mon parti, des alliés d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, de personnalités politiques du Sud, des maires du Sud, de la population, des associations, puisque des responsables d'associations, de militants. Donc, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, après avoir été retenu. Donc voilà, c'est simple. Et puis, je suis en route pour aller chercher la victoire. Donc, je suis un battant. Et donc, cette histoire de savoir est-ce qu'il a été, comment vous avez dit? Par défaut. Par défaut. Eh bien, on va faire la démonstration du contraire, si c'est ça. Très bien. Alors, Philippe Petit, président de l'UDI Martinique, vous étiez candidat à ces mêmes législatives en 2002, en 2007, en 2012. En 2012, vous obteniez 1,78% des suffrages exprimés au premier tour. En 2015, aux élections à la CTM, votre liste récoltait 1,6% des suffrages sur la section sud. Un temps, vous laissiez entendre que vous pourriez arrêter la politique. Finalement, vous êtes toujours là. Est-ce que c'est aussi le changement à la tête de l'État qui vous redonne espoir? Alors, d'abord, je suis un homme engagé. C'est-à-dire que de tout temps, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'associatif, et que ce soit dans la politique, je considère notamment que c'est un domaine noble et qu'il y a des raisons de s'engager. Je dépends d'un parti national. Le président Lagarde, qui est UDI, m'a demandé de lui trouver pour la Martinique de quoi implanter l'UDI à terme pour faire rayonner le centre. Gageure qui ne s'est jamais faite jusqu'à maintenant, puisque soit vous êtes à gauche avec les césaristes ou les marijanistes, soit vous êtes à droite avec l'ancienne droite, les usiniers. Et le centre est très difficile à trouver. Il se trouve que dans ce bouquin que j'ai écrit en 1994, avec un de vos confrères d'ailleurs qui m'interrogeait, je parlais du centre et disant que, et de droite et de gauche, il fallait bien arriver à un système libéral qui, vis-à-vis de la mondialisation, pouvait faire qu'on devait être optimiste et non pas sur son précaré, que ce soit en France ou à la Martinique. Aujourd'hui, les idées de Macron arrivent 25 ans après que j'ai débuté. C'est dommage que je sois arrivé trop tôt, parce que j'aurais été certainement aujourd'hui un macroniste convaincu. Voilà, je n'ai rien à dire d'autre, mis à part que je respecte mon engagement vis-à-vis de ma famille politique, l'UDI, qui est une famille centriste, et à ce titre, je suis candidat. Vous représenter l'UDI, mais sans espoir particulier de victoire, compte tenu des scores que vous faites régulièrement. Je n'ai pas parlé d'espoir ou pas. J'ai écrit un autre livre, je les vends, je profite pour les vendre. Je profite pour les vendre en direct.
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc, vous les achetez, ce sont 2 excellents livres, surtout celui-là, et pourtant, elle tourne, et vous verrez tout mon parcours. Donc, ça veut dire que votre carrière politique sera encore longue s'il le faut? Non, ça ne veut pas dire qu'elle sera longue. C'est votre dernière bataille? On n'en sait rien. A priori, pour les législatives, c'est certainement la dernière. Le reste, on verra bien. Ouais. Mais pour le moment, il y a un livre qui retrace une carrière et qui permet de voir qu'un homme engagé, qui a des idées, eh c'est dommage pour la Martinique qu'il ne soit pas au pouvoir parce que son heure était arrivée, mais est arrivée trop tôt. Alors, Ernest Kilo, vous êtes un acteur associatif de proximité, très engagé, agent de la DDE à la retraite. Votre structure est basée à Rivière-Pilote et accompagne notamment les usagers dans certaines démarches administratives, comme les dossiers d'aide à l'habitat, CMU, RSA. Vous avez l'investiture de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, pour cette élection. Est-ce que vous avez vraiment envie, Ernest Kilo, d'être député de la Martinique, ou est-ce que vous êtes là parce qu'il fallait un quota de candidats pour votre parti? Alors, votre question m'étonne. Je vois que vous avez bien traduit mon parcours, en effet. Mais les candidats de la France Insoumise ont été choisis parce qu'eux, ils se sont engagés, se sont portés candidats pour être désignés éventuellement sur une circonscription. Ça a été mon cas, parce que lorsque j'ai rencontré le programme de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, j'ai été séduit par un certain nombre de points et j'ai donc rejoint le groupe qui formait la France Insoumise en Martinique. Et donc, naturellement, je me suis porté candidat lorsqu'il a fallu choisir un candidat dans le Sud. Et donc, j'ai été choisi par mes pairs, par mes camarades. Et c'est une fonction, cette fonction que vous briguez, c'est une fonction à laquelle vous avez réfléchi, qui vous intéresse, qui vous motive. En quoi? Alors, plutôt déjà, que d'agir sur le terrain associatif, par exemple, localement, comme vous le faites déjà. Je dois dire déjà que ce n'est pas une fonction. C'est une mission qui vous est confiée pour pouvoir défendre un certain nombre de points, de sujets pour la Martinique, mais aussi pour la France, évidemment, en tant que député. Mais effectivement, j'ai choisi de faire cela par conviction, parce que je pensais que je devais aussi, puisque j'ai aussi eu une vie politique, mais à un autre niveau que celui-là, en tant que conseiller municipal, à Saint-Luce et à Rivière-Pilote, et par conséquent, tout naturellement, séduit par le projet de l'avenir en commun, j'ai voulu porter la voix de Jean-Luc Mélenchon. Alors, sur quelle voie comptez-vous? Est-ce que vous pensez que les électeurs qui ont voté effectivement massivement Jean-Luc Mélenchon ici en Martinique au premier tour pourraient se reporter naturellement sur votre candidature, sachant que ce ne sont pas du tout les mêmes logiques électorales? C'est vrai, ce n'est pas la même logique. Les élections présidentielles et les élections locales ne sont pas les mêmes choses, mais je compte beaucoup sur la population qui a voté, comme vous le dites, massivement pour Jean-Luc Mélenchon, le portant. Donc, si ils ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils ont voté pour le programme de l'avenir en commun. Merci Gabriel. Jean-Marie, vous étiez déjà candidat sur cette même circonscription en 2012. Absolument. Vous avez récolté moins de 1% des suffrages exprimés, 0,71% exactement. Est-ce que vous espérez faire mieux et comment? Est-ce que, comme votre camarade candidate à Fort-de-France, Ghislaine Joachim-Arnaud, vous êtes là pas pour gagner, mais pour avoir un espace d'expression pour les idées de lutte ouvrière, combat ouvrier? Alors, pourquoi nous sommes candidats, puisqu'il y a 3 autres, et je suis donc le candidat de la circonscription du Sud. Pourquoi je suis candidat dans le Sud? Je suis candidat pour qu'il y ait les luttes ouvrières. Pour que les luttes ouvrières, ce que certains appellent des mouvements sociaux, que nous appelons des grèves, pour qu'il y en ait beaucoup, encore plus que ce que nous connaissons actuellement, et pour que ces luttes ouvrières se transforment en force politique. C'est d'abord pour ça que nous sommes là. Vous avez fait allusion à un taux de 0,71. Ben, vous savez, hein, il y a des candidats qui ont eu des taux beaucoup plus importants et qui aujourd'hui ne se représentent pas, qui sont désavoués et qui changent de casaque. Donc nous sommes là tout simplement parce qu'il y a des luttes. Lorsqu'il y a des grèves, ce que nous appelons la force sociale, eh bien, nous sommes pour que cette force sociale se transforme en force politique. C'est-à-dire pour que
les travailleurs, les chômeurs et tous ceux qui sont en lutte pour des salaires, des conditions de travail améliorées ne suivent pas des aventuriers qui vont brandir des programmes, 110 propositions, 50 propositions, on va faire ci, on va faire ça sur 5 ans. Ben, nous sommes pour que toutes ces personnes se retrouvent, choisissent des personnes issues de leur rang, des travailleurs issus de leur rang, pour donc les représenter, et pourquoi pas, on ne sait pas, dans cette Assemblée. C'est le sens de notre candidature. Je comprends, mais on a posé aussi la question à Ghislaine Joachim-Arnaud, mais ces travailleurs-là, finalement, est-ce qu'ils vous entendent, vu que les résultats ne progressent guère depuis toutes ces années et toutes ces élections? Ah ben non, là je suis fort étonné de votre question, parce que vous êtes journaliste et vous vivez ici. J'ai parlé de force sociale, de luttes ouvrières. Vous savez, j'ai sous les yeux une petite liste de luttes ouvrières. Casino Plaza, Habitation Fils, Chronopost, La Poste, les municipaux, Didier, les enseignants, les chauffeurs de bus. Ben, toutes ces personnes sont en lutte, mènent des luttes. Donc nous sommes, je termine, et nous sommes quotidiennement, je précise bien, quotidiennement en contact avec ces personnes. Vous savez, avant de venir ici aujourd'hui, ben, j'étais en contact avec des travailleurs. Lorsque les élections seront passées, nous aurons encore des contacts avec ces personnes, tous ces travailleurs. Donc il n'y a pas lieu de penser qu'une consultation, ce qu'on appelle une élection, quelque chose de ponctuel, puisse représenter l'alpha et l'oméga. Non. Non, mais puisqu'on en parle, et c'est l'objet de notre débat, vous participez à une élection pour la gagner. Ne donnons pas à l'élection présidentielle, législative, sénatoriale, ce qu'on veut, ne donnons pas à cette consultation une fonction, une mission que cette consultation n'a pas. Nous sommes là, effectivement, pour défendre un programme. Nous sommes là pour faire entendre le camp des travailleurs, comme nous le disons, faire entendre un message, faire entendre un programme que les autres candidats ne portent pas. C'est le sens de notre présence dans cette élection. Alors, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est régi par des rapports de force partisans. Je ne vous apprends rien. Le choix de siéger dans tel ou tel groupe n'est pas sans impact sur l'action et la visibilité de nos futurs parlementaires. Et en même temps, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président qui entend faire bouger les clivages ouvre peut-être de nouvelles perspectives. D'où ce second thème abordé avec nos candidats. Où siégeront-ils s'ils sont élus? Eddy Marajo. Alors, j'ai tout de suite envie de m'intéresser au cas de M. Petit, parce que un certain nombre de déclarations du président de votre mouvement laissent entendre qu'en cas de majorité présidentielle obtenue par La République En Marche, l'UDI pourrait travailler, le terme qui a été employé, travailler avec la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire ce que j'ai marqué sur l'excellente profession de foi que les électeurs recevront, où je cite Jean-Christophe Lagarde, sur chaque décision, sur chaque projet, nous nous prononcerons en fonction de ce que nous croyons bon pour les Français. Chaque parlementaire UDI sera pour les Français cette garantie de fiabilité et d'exigence. Est-ce que ce n'est pas déjà le signe d'une, ce qu'on pourrait appeler une espèce de défaite annoncée? Parce qu'on vous avait connu à l'UDI, allié central des Républicains, beaucoup plus offensif en tout début de campagne présidentielle. Et là, il semblerait déjà que l'UDI puisse prendre ses marques pour une éventuelle collaboration, coopération avec le président Macron. Alors, l'UDI n'est pas le seul parti à l'intérieur des Républicains. Vous venez d'avoir un ministre. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est vous. Venez d'avoir un ministre, Bruno Le Maire ou autre, qui a fait. Moi, j'ai été clair. Je vous ai dit que j'ai écrit un bouquin en 1994. Le mouvement libéral martiniquais qui est sur les positions de Macron. Ma question nous sommes des centristes. Si vous êtes élu député, je vais siéger sur les bancs de l'UDI. J'espère que l'UDI pourra constituer un groupe. Oui. C'est 15 personnes. Donc maintenant, ce n'est pas énorme. A priori, l'UDI l'aura. Si je fais partie de ce groupe, tant mieux. Et je voterai, comme je le pense, un certain nombre de lois Macron, si elles sont valables, puisque je suis effectivement un libéral. Est-ce que vous partagez l'opinion d'un certain nombre de vos camarades à l'UDI, mais aux Républicains, qui traitent le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre, entre guillemets, du budget, de traître? Mais pas du tout. Ça veut dire que sinon... Alors, là, ce sont des problèmes internes. Il n'y a pas d'UDI qui franchit la barrière. Donc, vous venez de me dire de ne pas parler des autres, donc je ne pourrais pas me parler des autres, qui sont des Républicains. Dans votre parti, il y a des gens... Dans mon parti, il n'y a pas de personne qui franchit la barrière. Non. Je parle des gens dans votre parti qui ont traité le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du budget de traître. Il y en a quelques-uns.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est exactement la même chose que quand le maire disait que Macron n'était pas à la hauteur ou que Darmanin n'était pas à la hauteur et puis qu'on les a retrouvés en tant que bande de ministres. Donc pour moi, c'est de la phrase politique politicienne. Mais je pense que M. Lagarde est au-dessus de ces considérations purement politiciennes et je pense qu'il travaille pour l'intérêt de la France. Et en tout cas, moi, je travaille pour l'intérêt de la Martinique, dans la nation française, contrairement à M. Nilon, où je voudrais qu'on discute un petit peu de la notion de nation on lui posera la question. Voilà. Ce qui nous intéresse, et là je vais m'adresser à M. Nilon, que vous venez d'interpeller, mais pas sur les mêmes thématiques, il y a de fortes chances que le groupe dans lequel vous siégiez ne retrouve pas tous ses petits. En particulier, les intentions de vote indiquent qu'il semblerait bien que le groupe communiste, qui n'existait pas d'ailleurs, parce que le communiste n'avait que 10 députés, puisse carrément disparaître, qu'il n'y ait pratiquement pas de députés communistes. Est-ce que le lien entre vous, si vous êtes élu, et la France insoumise peut d'ores et déjà être acté? Alors, on ne peut pas augurer des résultats des élections. J'espère bien que mes amis avec qui j'ai siégé et qui ont mené un combat important dans cette législature passée seront élus. Je leur souhaite personnellement, mais je souhaite aussi qu'on puisse constituer un groupe du type de groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine. Mais avant tout ça, je considère que l'opportunité se présente aujourd'hui, que l'ensemble des parlementaires de ce qu'on appelle généralement des outre-mer, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais que cet ensemble de parlementaires-là puissent prendre une initiative et de constituer un groupe parlementaire, constituer des élus de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de la Kanaki, de la Réunion, etc. Ce serait un geste fort. Et dans ce contexte politique actuel en France, je crois que ce serait une manière de marquer, d'une certaine manière, une volonté de s'affranchir des rivalités, des divisions qui ne font que nous affaiblir et de montrer à nous-mêmes et à la représentation parlementaire que quelque chose a changé. Vous savez sourire, pourquoi? Parce que vous savez que c'est extrêmement difficile. Je sais que c'est extrêmement difficile. À la fois sur le plan de l'idéologie, vous venez de le souligner, mais aussi sur un plan purement pratique, parce qu'il faudrait changer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en sachant que des groupes d'origine géographique sont difficiles à créer. Non, il s'agit tout simplement... Nous, au sein du groupe GDR, je rappelle que nous étions 5 députés des Outre-mer. Mais nous avons négocié notre participation à ce groupe-là et nous avons obtenu notamment une liberté de vote. C'est-à-dire qu'on ne recevait d'injonctions de personne, contrairement aux autres élus de nos territoires qui sollicitent le suffrage des électeurs du pays et qui, pour voter un amendement, pour voter un projet, une proposition de loi, demandent au chef du grand groupe dans quel sens ils doivent voter. Donc cette liberté de vote, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Vous n'avez pas prononcé le mot France Insoumise, ça vous fait peur ou... Non, ça ne me fait pas peur du tout, mais j'ai vu le programme de la France Insoumise. Et alors, ça vous inspire? Je n'ai pas le sentiment d'être très éloigné de ce projet-là. Ça nous donne déjà une réponse. Le combat que nous avons mené ces 5 dernières années sous les bancs d'Assemblée nationale en France, ça rejoint largement le... Vous avez vu que vous combat avez redonné le sourire à Ernest Mélenchon. Kilo. Très bien. Alors, monsieur Steve Louis-Marie, vous, élu député, alors on vous a entendu déjà sur d'autres médias évoquer ce que monsieur le député sortant vient de suggérer, d'espèce de regroupement. Est-ce que vous partagez cette idée ou est-ce que vous pourriez siéger ailleurs, apporter votre soutien, par exemple, à une majorité présidentielle? Alors, tout simplement, c'est vrai que je l'avais annoncé il y a déjà bien longtemps sur tous les médias, qu'il fallait réveiller l'intergroupe parlementaire de ces 22 circonscriptions d'outre-mer, mais il faut faire beaucoup plus, et beaucoup plus que ce qu'on a toujours fait. Quoi, par exemple? Mais tout simplement, j'ai un projet pour la Martinique, différent de tout ce qui a été mené jusque-là, mais pas que pour la Martinique. Pour intéresser un groupe
pour intéresser ce groupe inter-outre-mer ou inter-dom, mais bon, oui, mais voilà, inter-outre-mer, si vous voulez, appelons-le mais comme plutôt inter-outre-mer. Oui. Pour intéresser le groupe, il faut une véritable proposition de loi outre-mer. Et jusqu'à ce jour, tous les députés n'ont jamais pensé une seule seconde qu'ils pouvaient faire une loi d'outre-mer. Ils savent... Qu'est-ce que vous appelez une loi outre-mer? Je vais continuer. Ils savent toucher à des pans législatifs avec des amendements. Ils peuvent amender des textes, mais ils n'ont jamais pensé à un projet commun. Vous comprenez? Une communauté à leur de initiative, territoire. en fait. À leur initiative. Mais bien sûr. Et moi, je vais vous dire, j'ai créé une proposition de loi pour les outre-mer. Il y a des régions qui vont s'y retrouver et il y en a d'autres qui vont amender. Peu importe. J'ai une proposition de loi. On va venir de toute façon. L'une des thématiques majeures de cette émission, c'est justement le contenu de vos propositions. On fera un tour de table. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous, si vous êtes élu, si vous êtes député du sud de la Martinique, vous irez siéger dans l'opposition, allons être un peu caricatural, dans l'opposition ou dans la majorité présidentielle? Alors, je vais vous dire, ma véritable chance, c'est que je suis totalement libre. Je ne me suis jamais mis des bornes et je ne m'en mettrai pas à l'Assemblée nationale. Même si nous sommes obligés d'intégrer un groupe, je vais intégrer un groupe à la condition unique que personne ne m'installe des bornes. Et ça, c'est obligatoire. Je ne veux pas qu'on m'installe des bornes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les députés sortants, tous ceux qui étaient déjà présents, et M. Nilo connaît ça, on vous impose un certain nombre de choses. Vous devez vous... Ils viennent nous dire que c'était le contraire. Hein. Dans son groupe, une partie. Oui. Mais dans les autres groupes, on vous impose. Vous êtes obligé de... Il vient de le dire aussi. Parfois, vous êtes obligé de demander l'autorisation. Pas dans mon groupe. Pas dans votre groupe, oui. Mais parfois, vous êtes obligé de demander l'autorisation. Il a employé le mot négocier. Oui, mais il faut arrêter ça. Je crois que la Martinique a besoin d'être libérée de ses chaînes et de ses bornes. Pour pouvoir lui permettre d'aller plus loin et de faire mieux que ce qu'elle a toujours fait. Malheureusement, nos politiciens sont un peu, je dirais, enchaînés dans une pensée unique qui vise à affaiblir la Martinique. Et même si votre collaborateur, M. Alfred Marie-Jeanne, a travaillé... C'était mon collègue. Votre collègue, il a travaillé avec vous et qu'il s'est battu pour la Martinique, je dois dire que je n'ai vu personne en Martinique féliciter M. Marie-Jeanne après ces 20 années passées à la députation Martinique. C'est un peu triste. Je dis qu'aujourd'hui, les politiciens martiniquais ont besoin d'aller plus loin. Il faut que vous sortiez, messieurs, des sentiers battus pour découvrir un nouveau projet pour la Martinique. Très bien. Alors, on aura gardé un peu de votre temps parce qu'au total, vous avez 10 minutes. Vous n'avez pas vraiment dit où vous siégerez, mais peut-être potentiellement dans le groupe je vous ai dit, j'ai dit, il faut écouter. J'ai dit tout simplement... attentivement. Il faut écouter. J'ai dit tout simplement que je suis totalement libre de siéger où j'ai envie de siéger. Très bien. Alors, David Dinal, vous appartenez à un camp. Il est clairement défini. Vous êtes à gauche de l'échiquier politique. Vous n'êtes pas un centriste, vous ne l'avez jamais été. Si vous êtes député, est-ce que vous allez siéger à nouveau à gauche ou ce qu'il en reste, puisque les prévisions sont assez catastrophiques pour à la fois le Parti socialiste dans lequel les députés issus du PPM siégeaient traditionnellement et plus globalement, on va dire, la gauche traditionnelle. Vous, votre position est laquelle? Parce qu'on voit que beaucoup de députés ou d'ex-députés socialistes ont déjà franchi le Rubicon et mettent sur leurs affiches majorité présidentielle. Enfin, rassurez-nous, ce n'est pas votre cas. Alors, vous savez, il y a un système de recomposition actuellement en attente d'une majorité. C'est un euphémisme, une recomposition. Vu ce qu'on voit, explosion. Non, mais il y a une recomposition en attente d'une majorité. Oui. C'est clair. Il y a une recomposition en attente d'une majorité. Ensuite, vous l'avez dit, je suis positionné à gauche, mon parti aussi. Ensuite, nous avons appelé à voter Emmanuel Macron. Nous n'avons pas simplement demandé à barrer Marine Le Pen.
nous avons demandé à voter Emmanuel Macron. Vous savez, certaines propositions du programme Macron, beaucoup d'ailleurs, ont été élaborées par notre équipe. Beaucoup de nos propositions se retrouvent aussi dans le programme du président actuel, si vous regardez bien. Donc, au fait, si nous devons travailler, ça ne pourra que faciliter la mise en œuvre. Aussi, les choses bougent. Parce que lors de mon inauguration de siège, j'ai vu M. Daniel Robin, qui est un des animateurs, est venu, a tenu à être présent et à m'apporter mon soutien, et surtout en disant que... Alors, excusez-moi, mais concernant les idées d'Emmanuel Macron, ce n'est pas exactement ce que disait Serge Letchimy sur ce plateau la semaine dernière. Reprenez les idées, reprenez les programmes qui ont été proposés d'abord à Valls. Il affirmait qu'il fallait attendre et voir. Non, mais les programmes, je parle des programmes. Dans les programmes, nous avons élaboré des propositions, puisque nous étions avec Valls. Ces propositions se retrouvent dans les programmes de M. Macron. Donc ces propositions, elles sont là. Donc elles rejoignent les nôtres. Donc, ce sens... Même si certaines propositions vont à l'encontre de la philosophie, de l'idéologie de gauche, le plafonnement des indemnités... Non, mais attendez, mais je vais y arriver. Justement... Alors, celles qui ne rencontrent pas votre adhésion, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, nous avons un devoir de critique, de participation à la critique de certaines positions, parce que Monsieur le Président Macron, effectivement, il n'a pas sa majorité. Je vous ai dit, on est en attente. On verra. On verra. On ne peut pas faire de plan sur la comète. Mais toujours est-il que nous savons qu'il y a des propositions à nous qui sont là-bas. Nous sommes positionnés à gauche. Et quand elles arriveront sur la table, vous les voterez. Et quand celles que vous combattez traditionnellement arriveront, vous voterez contre? On verra. Si ce n'est pas dans notre sens, eh bien, nous n'allons pas pouvoir voter pour quelque chose qui ne nous satisfait pas. Mais toujours est-il, aujourd'hui, nous avons des propositions très intéressantes pour les Outre-mer élaborées qu'on retrouve dans le programme si vous approfondissez. Très bien. Alors, Monsieur Kilo, vous êtes un soutien pur et dur de Monsieur Mélenchon. Vous venez d'avoir une excellente nouvelle. Il y a plein de gens autour de vous qui s'intéressent à votre programme et qui l'ont lu. C'est déjà pas mal. Mais ce qui nous pose question, c'est de savoir si vous aurez une majorité présidentielle, comme l'espère de moins en moins, semble-t-il, M. Mélenchon. Parce qu'on n'entend plus dans son discours que des éléments d'opposition plutôt que des éléments de gouvernance. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes confiant dans l'obtention d'une majorité parlementaire par Jean-Luc Mélenchon? Alors, je vais vous répondre juste sur ce que vous dites. S'il avait dit qu'effectivement, il était confiant, vous auriez dit pourquoi il ne pense pas plutôt à faire l'opposition. Et s'il avait dit le contraire, vous auriez dit. Vous êtes en train de faire l'exégèse de mes questions. Mais par contre, j'aimerais avoir votre réponse. Mais alors, ma réponse, je suis à l'aise pour la donner, comme vous l'avez dit. Je vois mes collègues ont parlé d'un changement complet. D'autres qui ont parlé de recomposition, très bien. Et d'autres ont parlé de siéger ou éventuellement de refuser certains projets qui n'iront pas. Eh bien, moi, contrairement à ce que vous dites, moi je crois fermement que nous allons former une force d'opposition au projet de M. Macron. Donc vous êtes plutôt d'accord avec mon analyse quand vous dites que vous allez former une force d'opposition. Vous parlez de quoi? De la campagne ou bien du résultat de la campagne? Je parle du résultat de la campagne. Oui. Mais si vous êtes dans l'opposition, c'est que vous n'avez pas de majorité. Non, je vous ai dit que nous allons nous opposer j'ai bien compris, au projet de M. Macron et nous travaillons à faire en sorte que M. Jean-Luc Mélenchon soit majoritaire pour pouvoir changer les choses. Vous y croyez? Tout simplement. J'y crois. Quels sont les éléments qui vous poussent, qui forgent cette conviction forte que ce soit vous nous transmettez? Le premier élément, c'est que je suis convaincu que des manœuvres ont été mises en place au moment des présidentielles pour empêcher
que, oui, parce les thèses que complotistes qui ont été relayées sur le net, vous y souscrivez? Mais non, c'est pas sur le net. Quand on regarde les résultats de Jean-Luc Mélenchon en métropole, ou en France, comme on dit, et quand on regarde ici, M. Mélenchon aurait pu être au deuxième tour. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu des refus, il y a eu des manœuvres. Le décalage est quand même relativement important au total, hein. On est à plus d'1 million de voix. Parce que après, on nous a encore joué la chanson de choisir entre telle chose. Moi, je ne vais pas dire... Entre la peste et le choléra. Je vous laisse le soin, la stabilité des mots. Mais c'est ça qui est arrivé. Et M. Macron, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait le score qu'il a fait s'il avait été opposé à Mélenchon. À Mélenchon. Très bien. Monsieur Jean-Marie, alors évidemment, je ne veux pas vous faire l'affront de vous demander de choisir entre la peste et le choléra. Si on écoute Ghislaine Joachim-Arnaud, la présence des candidats lutte ouvrière en combat ouvrier n'est pas un manifeste électoral pur et dur. Alors moi, j'ai quand même l'obligation de vous demander, si jamais vous êtes député, vous choisissez de partager les convictions d'une majorité présidentielle ou alors nécessairement aller dans l'opposition? Alors, le si que vous avez prononcé a son poids. Pour nous, c'est très important. Parce que ça veut dire que si des candidats combat ouvrier, lutte ouvrière se retrouvent à l'Assemblée nationale, cela veut dire que, je l'ai dit en introduction, qu'il y a eu des mouvements, des luttes ouvrières très importantes et que tous ceux qui porteront leur suffrage sur ces candidats seront d'accord avec notre programme. Et quel est notre programme? Il faut le dire pour qu'on sache. N'oubliez pas qu'on va l'aborder. Hein. Oui, absolument. Mais on va l'aborder dans quelques minutes. Il faut le dire. Ça veut dire qu'on adhère à ce que nous proposons. Interdiction des licenciements, répartition du travail entre tous. Les comptabilités des entreprises doivent être connues. Cela veut dire ça. Donc, si nous nous retrouvons à l'Assemblée nationale, c'est sur la base de ce programme. Et je ne vois pas aujourd'hui, dans le paysage politique, comme on dit, parce que depuis quelque temps, on n'entend que des macronistes. Oui, il y en a de plus en plus, semble-t-il. Monsieur Marie-Jeanne a voté Macron. Monsieur Petit est Macron. PMN est Macron. Tout le monde est Macron. Nous. Sauf vous, peut-être. Monsieur Nilon n'est pas Macron. Vous aurez l'occasion de nous le dire tout à l'heure. Monsieur Marie-Jeanne, qui est le président du MIM, et monsieur Nilon l'a précisé tout à l'heure, il est du MIM. Le président du MIM a voté Macron. D'accord? Donc, je dis, je fonctionne avec ce que je vois. Les cuisines internes, je ne les connais pas. Donc, nous, si nous avons des élus, nous avons un slogan, le camp des travailleurs. Et je dois le dire, de tous les candidats que nous entendons, et je vais plus loin que la seule circonscription du Sud, sur les 53 candidats, nous sommes les seuls à dire clairement que nous sommes des communistes, que nous nous réclamons de ce programme, nous sommes les seuls à dire que nous sommes du camp des travailleurs, nous sommes les seuls à dire que nous ne faisons pas le choix de défendre ceux qui possèdent les riches, nous sommes du côté de ceux qui sont opprimés. C'est très clair. Votre position est très claire. Alors, y a-t-il trop de candidats à ces élections législatives? Nous avons posé la question aux électeurs martiniquais. Certains saluent la vitalité de la démocratie. D'autres sont plus réservés sur les raisons réelles qui poussent les candidats à briguer ce type de mandat. Voyez ces réactions, on en discute juste après. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait autant de candidats cette année? Pour une petite Martinique, je trouve qu'il y en a trop. 53 candidats. On en avait déjà beaucoup pour les présidentielles. Donc pour les législatives, il y en a trop. 53, je ne sais pas qui choisir. Nous avons un nouveau président et tous nous voulons le changement. Donc que tout le monde ait son idée à dire. Je vais être franche avec vous. La politique, je ne m'y intéresse pas beaucoup parce que je pense que les gens, ils sont là pour leur mandat et non pour nous défendre, nous les Martiniquais. Pourquoi vous pensez qu'il y en a autant comme ça qui sont présentés? Je ne sais pas, l'appât du gain, du pouvoir, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensent avoir la solution. On verra bien. On ne risque pas de s'éparpiller. En fait, plus il y a de candidats, plus on aura de chances de choisir un parti ou l'autre ou l'un d'entre eux.
Alors, on voit les termes utilisés par certains, la course au mandat, l'appât du gain ou du pouvoir. Alors, voilà la vision qu'ont certains de la classe politique, pas tous, hein, puisqu'il y en a aussi qui saluent la vitalité démocratique. Que pensez-vous de cette image qui continue à coller à la peau des élus? Je vous passe la parole, Monsieur Louis-Marie. Je vous remercie de me passer la parole. C'est vous qui avez le plus de... Vous savez, ils sont attristés de toutes ces mandatures sans résultat, de tous ces engagements qui ont été pris par des politiciens et qui se sont suivis par des échecs probants et cuisants. Et c'est vrai que j'ai regardé le reportage avec beaucoup de tristesse quand j'entendais des Martiniquais dire ah, vous savez, moi, je ne suis pas à la politique, ça ne m'intéresse pas, parce que j'étais de ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique. J'étais de ceux qui me disaient que eux tous pouvaient, ils étaient tous pareils. Mais un jour, je me suis dit, mais il est quand même possible de faire mieux que ceux qui sont en place. Vous ferez mieux comment? Est-ce que, par exemple, vous renonceriez à vos indemnités, vous accepteriez de les réduire, de les partager? Alors, enfin, qu'est-ce que vous feriez pour démontrer que vous n'êtes pas là aussi tout de suite, il faut réduire les indemnités. C'est inadmissible. Et puis, pas que ça. Donc, vous êtes pour une moralisation mais bien rapide sûr. de la vie publique? Et puis, moi, à outrance, hein, parce qu'il y a la réserve parlementaire, je vais modifier ça. L'indemnité, il faut réduire l'indemnité. Le nombre de députés, c'est inadmissible. Maintenant, on a des hommes, on a des femmes qui s'engagent en politique. Il faut respecter ça. Il y a beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises qui ne veulent même pas entendre parler de politique et c'est bien dommage parce que parfois, certaines personnes dans le monde civil ont quelque chose à apporter à cette politique. Parce qu'il y a des gens qui croient en l'engagement. Il y a des gens vraiment engagés qui ont envie de faire quelque chose pour le pays. Et il y en a d'autres, bien sûr, ils ont besoin du poste. Ils ont besoin de l'élection, donc du mandat de député, peut-être pour se rabattre après, je ne sais pas, sur la CTM ou sur autre chose. Voilà. Mais on a envie de vous poser la question, parce que d'un côté, on vous entend, on vous a déjà entendu pilonner le personnel politique traditionnel, et en même temps, vous avez rendu hommage, subrepticement, mais on l'a vu il y a quelques minutes, à M. Marie-Jeanne. Comment vous faites pour équilibrer ce qui pourrait apparaître comme une espèce de paradoxe flagrant? Mais pas du tout, pas du tout. Je leur ai dit, mais M. Petit sur le plateau, je leur ai dit, une bande de mantous, il faut changer la politique. La Martinique a besoin de nouvelles têtes, de nouveaux horizons. Il faut leur permettre d'enlever leur chaîne, d'aller plus loin. Vous savez, à force de voir les mêmes têtes, les mêmes personnes, on finit par être agacé du pouvoir, parce qu'on ne ressent pas le changement. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce sentiment-là, vous l'avez depuis quand? Parce que je vais vous donner un chiffre. Il y a beaucoup de jeunes. Attendez, monsieur Marie, non, mais je n'ai pas terminé. Non, mais attendez, je vais vous donner un chiffre. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les vieux mantous, comme je dis souvent, les vieux mantous, c'était pour attaquer quelque chose. Vous comprenez? Oui, c'est une image. C'était quelque chose. C'était pour leur dire, mais j'essayais de les faire réagir, ces hommes. Mais le chiffre que je voulais vous donner, au cours des 30 dernières années, entre 80 et 90% des maires ont changé. À chaque élection municipale, il y a 10 maires qui sortaient et étaient remplacés. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de renouvellement. En Martinique? Oui. Pas vraiment. Vous n'étiez pas là, en fait. Pas vraiment. Vous n'étiez pas là. Au municipal, par exemple, et aux élections de la CTM, par exemple, vous voyez bien que le personnel politique de la CTM, donc je parle des élus, là, actuellement, des élus actuels et les élus municipaux et les maires, si on remonte aux 20 dernières années, ce n'est plus du tout les mêmes personnes. Alors sur quoi vous vous basez Monsieur Marajou, c'est les mêmes leaders. C'est les mêmes têtes, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes engagements. Il faut des hommes et des femmes. Toute la jeunesse martiniquaise. Vous savez, j'invite les jeunes. Nous avons fait plusieurs conférences de presse et nous avons invité les jeunes en leur disant, vous êtes capables de faire mieux que ce qu'eux, ils ont fait. On va vous poser la question de savoir comment tout à l'heure. Voilà, il faut garder du temps de parole. David Dinal, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de candidats? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de candidats? Et est-ce que vous estimez qu'il faut effectivement renouer, redorer l'image de l'élu auprès de l'électorat et comment? Et sur cette idée de la moralisation de la politique, est-ce que ça vous semble nécessaire? Premièrement, pour le nombre de candidats, moi, ça ne me gêne pas. Dans les primaires, après...
Il y aura toujours 2 ou 3 au deuxième tour. Donc qu'il y ait un foisonnement d'idées, de gens qui s'expriment, ça ne me gêne pas. On assiste quand même à une méga inflation. Ils étaient 27 en 2007. Ils sont 53. Parce que ça le double. c'est pas de nature à perturber aussi les lecteurs et à le décourager. Non, je ne pense pas. Et par contre, pour ne pas décourager les lecteurs, il faut bien lui expliquer les choses. Parce que je me suis retrouvé avec des gens qui disaient, à politique, rien qui vole, qui là, c'est des menteurs, ceci, cela. Mais attendez, si aujourd'hui, moi, dans mon domaine de la santé, il y a la couverture médicale universelle, gouvernement Jospin, beaucoup se sont battus. Avant l'AMG, assistance médicale gratuite, c'était donné avec parcimonie. On ne connaissait pas ça. Et ça, vous dites, ce sont les politiques. C'est le rôle du politique. Ouais. Ensuite, vous avez, par exemple, je leur donne ça en exemple, les allocations logement. Il y a 20 ans, on ne connaissait pas ça, mon Dieu. Il y a des progrès sociaux. Je peux prendre d'autres exemples concernant, par exemple, même les billets d'avion, même si ça ne suffit pas, la DOM, tout ça. Donc, mais il y a des progrès. Au niveau d'autres domaines, la prise en charge de la santé. Quand, par exemple, vous voyez le plateau technique de la MENA qui arrive, 170 millions, pensez que les politiques n'ont rien fait, que ce soit l'État ou bien nos politiques locaux, qu'il s'agisse de Marie-Jeanne ou de la Chimie. Donc je défends les politiques, il y a peut-être des pourris, mais dedans, il y en a qui travaillent et qui apportent des satisfactions. Mais par contre, souvent, la population ne voit pas, ne vit pas les progrès sociaux, la justice sociale. Vous voyez, c'est ça. Peut-être parce que vous ne leur expliquez pas ça de manière régulière. C'est pas non seulement il y a les médias, c'est tout le monde qui doit expliquer à la population les choses profondes qui transforment une société. Donc le jeunisme de votre voisin de gauche... Non, pour moi, le jeunisme est dans l'esprit. L'esprit reste jeune. Tout à fait. Donc, le jeunisme, c'est un jeunisme d'esprit. Donc, toujours être jeune dans sa manière de raisonner. Même si, donc, même si on a plus de 70 ans. Ah, même on peut avoir 80 ans aussi. Pourquoi pas? C'est le cas à la tête de la CTR. Voilà. Alors, vous parlez du fait que les politiques travaillent sans doute très certainement. Est-ce que vous ne pensez pas que pour une partie de la population, ils ont aussi parfois trop d'avantages par rapport à eux, vous regardez la priorité d'un gouvernement Macron à venir. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la moralisation de la vie politique. Vous êtes d'accord? Il faut réduire les indemnités des élus. C'est pas uniquement, je peux voir ça en termes d'indemnité. Il faut mettre en place le statut de l'élu. L'élu, s'il travaille correctement, il est payé par l'argent public pour travailler, mais on lui demande de travailler. C'est ça, parce que je ne pense pas que l'argent qu'on donne aux élus est si important que ça. Parce que vous avez des gens qui sont dans le privé, qui sont dans des trucs, qui ne viennent pas en politique. Parce qu'au fait, ils disent que ça suffit. Peut-être que ça ne suffit pas. Mais toujours est-il, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de travail, un problème de résultat, c'est un problème d'implication. Dans le privé, ce n'est pas de l'argent public qui rémunère les gens. Je n'ai pas compris votre comparaison. Non, je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le privé et qui ne veulent pas aller en politique. Ils ne sont pas attirés compte tenu de la faiblesse des revenus. La faiblesse peut-être de la rémunération. Parce que cette rémunération, elle est peut-être plus importante que le SMIC, tout ça. Mais toujours est-il... Elle est loin d'être plus... Elle est beaucoup non, mais plus je sais, mais quand par exemple, si par exemple, vous demandez à un député... Vous demandez à un député... Si vous demandez à un député de faire comme dans la fonction publique, 1600 heures par an, en 5 ans, ça va lui faire 8000 heures. S'il fait ça et puis qu'il est payé tel qu'il est payé aujourd'hui, moi je dis bravo, mais à condition que le travail soit fait. Très bien. Alors, Monsieur Nilor, vous disiez non, ce n'est pas 13 000 euros. Une petite précision, c'est toute indemnité mise bout à bout. On ne peut pas mettre bout à bout toutes les indemnités parce qu'elles ne servent pas à la même chose. Alors, la moralisation... Moi, je suis bien évidemment pour la moralisation de la vie politique. D'ailleurs, je rappelle que j'ai voté la loi précédente pour déjà une première moralisation de la vie politique. Contrairement au Premier ministre actuel. Par exemple. Mais d'autre part, sur cette histoire de cumul des mandats, je veux que les choses soient très claires parce que j'entends sous les tréteaux électoraux, il y a ceux qu'on dit sous les plateaux, puis il y a ceux qu'on dit... Contre, hein? J'étais contre cette loi-là, sur le cumul de mandats. Qui interdit aux députés d'être à la fois un responsable d'exécutif. Un maire, par exemple. Parce que je considère qu'être maire d'une ville de 5000 habitants, ce n'est pas être maire d'une ville de 100 000 habitants. Et qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même sac. Et qu'il y a une action, il y a des missions qui sont aussi parfois complémentaires. Parce que si on n'a pas l'expérience de l'élu local,
qu'est-ce qui va nourrir, en définitive, le travail parlementaire? Je pose la question. Par contre, et je l'ai dit suffisamment fort, j'étais contre le cumul des indemnités. Et c'est là qu'il fallait, c'est cet angle d'attaque-là qu'il fallait adopter. Éviter le cumul des indemnités, on aurait vu en définitive qui est là pour travailler et qui est là pour empocher. Très bien. Donc vous reconnaissez qu'il y en a qui sont là pour empocher? Mais bien sûr, mais c'est comme dans toute mais société. Pas vous, bien sûr. Non, je vous explique tout simplement. C'est comme dans toute société. On ne peut pas jeter le discrédit sur les élus d'une manière générale. C'est trop facile de tenir ce discours-là. Et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par David Dinal. On ne peut pas jeter le discrédit comme ça. Comment imaginer qu'un peuple vertueux puisse produire, c'est-à-dire choisir, que des hommes et des femmes véreux, véreuses pour prendre les décisions, pour gérer un pays? Ça veut dire que si on ne peut pas accepter la logique du tous pourri, c'est trop simple. Mais vous passez dans la rue, ici, à 1000 personnes, mais vous aurez un pourcentage de pourris, un pourcentage de personnes qui se battent au quotidien pour faire avancer les choses, un pourcentage de personnes honnêtes. Donc c'est pareil dans la classe politique. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ces critiques-là, exagérées, excessives, où on dit tous ils sont dans la même situation, dans la même classe, ils sont là pour leurs proches. Je ne me reconnais pas dans cette description-là. Philippe Petit, et je pense que je le prouve sur le terrain. Philippe Petit, la fameuse loi de lutte contre le cumul des mandats va permettre un renouvellement massif de l'Assemblée nationale. Il y a plus de 200 députés nouveaux qui vont arriver mécaniquement à cause ou grâce à cette loi. Vous, la moralisation de la vie politique, c'est plutôt votre credo, ça? Alors, quand je vois un cardiologue qui est certainement un excellent spécialiste de renom se lancer dans la politique, je ne l'aide pas pour lui, mais je pense qu'il n'a pas besoin de la politique pour vivre. Je ne dis pas qu'à ma pharmacie je gagne ou je ne gagne pas d'argent, mais je veux dire que souvent on me dit... C'est pas le motif. Souvent on me dit, mais nous pareil, votez bon, puisqu'on n'a pas besoin de ça, on va vivre, et puis la pharmacie. Donc par exemple, pour vous montrer que ce n'est pas le motif pour certaines personnes. Et je pense que, comme tout le monde le dit autour de la table, il y a quand même une grande majorité d'élus honnêtes. Bon. Alors il y a eu des abus, et effectivement, il y a des choses qu'il faut moraliser. Je ne sais pas si, effectivement, petite commune, grande commune, je pense que ça aide quand même à avoir les gens. Ce n'est pas parce qu'on gère une mairie que forcément on fait un meilleur député. Un député vote des lois. Il y a quand même un certain nombre de domaines qui ne sont pas spécifiquement de l'habitation, de la taxe d'habitation, de l'assiette fiscale de la commune. Il y a quand même des problèmes de société. Il y a d'autres problèmes que les députés règlent. Et je pense que ça mérite donc effectivement qu'il n'y ait pas de cumul. Il semble qu'ils arrivent sur 3 successifs, ça me paraît logique. Si vous faites 18 ans dans une vie, 3 x 5 ou 3 x 6, 18, 15 ou 18 ans, ça me paraît logique. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une des lois pour laquelle vous allez voter, ça c'est clair. C'est une des lois. Par contre, vous voyez, autant, alors je vais peut-être me mettre à rebours de tout le monde, à rebours de tous les journalistes en ce moment, si j'ai un fils qui est valable, qui est compétent, c'est-à-dire qui a des domaines, et que la loi fait qu'il est payé pour telle chose, je ne vois pas là encore les emplois familiaux. Vous voyez, on a surjoué. Là, vous allez vous faire taper dessus. Mais je vais me faire taper dessus. On a surjoué. On a surjoué. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va en faire trop. Alors là, je m'abstiendrai pour une loi comme ça. Je vais laisser les collègues faire, mais on va surjouer pensant que c'est de la malhonnêteté, alors que dans l'entreprise privée, vous serez toujours content d'avoir un de vos héritiers qui se bat avec d'autres personnes de compétence. C'est un autre débat. Monsieur Kilo, vous, moralisation de la vie politique, c'est un des éléments forts du programme. Exactement. Donc vous êtes super content que Macron applique une partie de votre programme. En fait. Vous allez fort. Vous allez fort. La moralisation de la vie politique, ce n'est pas le fort de Macron en ce moment. Je regrette. Quand vous regardez les problèmes qu'il commence à avoir, même avec la presse, tiens. Même avec la presse. Donc je ne crois pas que c'est ça, la moralisation. La moralisation, c'est ce que mon collègue Steve Lumary, dans son cas, expliquait. Il faut un changement complet. Il faut rebattre les cartes. Il faut qu'il y ait des personnes qui n'ont pas eu une carrière politique.
tout à l'heure, madame parlait... Votre leader est mal placé en matière de carrière politique parce qu'il est là quand même depuis près de 30 ans. Et c'est le plus riche. Oui, c'est le plus riche. Non. De la fortune, c'est le plus riche. Non, mais je le signale. En fait, son patrimoine est le plus élevé de tous les candidats. Non, je tiens à signaler comme factuel. Je ne sais pas si vous avez été... C'est pas méchant. Hein. Si vous avez été voir précisément dans... Mais là, je ne crois pas que c'est... C'est pas le débat, mais bon. C'est pas le débat. Je ne voudrais pas entrer dans ce piège. Non. Donc, je disais qu'il faut rebattre les cartes. Parce qu'effectivement, on a entendu dans le reportage des personnes dire qu'ils sont tous des voleurs, c'est tous les mêmes et tout ça. Je dois quand même dire que sur la Martinique, que je connais, même si j'ai connu aussi la France, mais sur la Martinique, je ne crois pas que l'on puisse dire de cela de nos élus. Surtout que vous étiez conseiller municipal. Et vous oui. avez bien connu des gens qui étaient dans les mairies et qui bossaient bénévolement. Moi, j'ai bossé pratiquement bénévolement, parce que j'ai toujours été conseiller municipal sans être adjoint, par exemple. Donc, moi, je crois qu'il y a des gens qui travaillent, qui font des choses et qui ne sont pas intéressés. Mais je crois aussi que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des élus qui sont accrochés au pouvoir et qui ne le lâchent pas. Et que, si vous voulez, je vous donne une anecdote. J'ai changé peut-être 3 ou 4 fois, toujours dans la même maison, de poste. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'après 3-4 ans, je sentais que je n'étais plus opérationnel. Oui, c'est le roulement, vous êtes là et puis finalement vous dites bon... Donc vous pensez qu'il faut que ça s'applique aux élus? Il faut que ça s'applique aux élus. Gardez quelques minutes, M. Kilo, parce que vous êtes déjà en avance. Vous avez été vite là. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura le même temps de parole. On va faire un petit point d'ailleurs. Monsieur Jean-Marie, vous, je préfère accentuer ma question sur cette question du renouvellement politique et de la moralisation, c'est le corollaire. Mais on a bien l'impression que vous êtes d'accord avec tout ça. Je vais paraphraser un célèbre sociologue qui avait dit les faits divers sont des faits de diversion. Alors, je vais changer, je vais dire que les propositions diverses sont des propositions de diversion. De quoi parle-t-on? Vous savez, cette société repose, fonctionne à partir d'un système. Lors de l'élection, avant l'élection présidentielle, lorsqu'il y avait les candidats, M. Gattaz a dit la chose suivante. Mon favori, c'est M. Fillon. Mais à défaut, M. Macron ferait très bien l'affaire. Et il a adressé... M. Gattaz, le président du MEDEF. Le président du MEDEF. Ceux qui nous écoutent, oui. Voilà. Et après l'élection, donc, il a adressé ses félicitations à M. Macron. D'accord? Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Autrement dit, on aura peut-être un renouvellement, parce qu'on nous présente M. Macron, ce qui est faux d'ailleurs, comme étant quelqu'un de nouveau. On oublie tout simplement son parcours. Attali disait « je l'ai fabriqué, je l'ai créé ». On oublie son parcours et aujourd'hui on nous le présente. Vous savez, les histoires de moralisation, la première des moralisations qu'il faudrait faire, ce serait le renversement de ce système. C'est ça. La révolution? Je ne sais pas, on ne va pas entrer dans les grandes définitions, les grandes expressions, mais le renversement de ce système. Parce que derrière tout ça, qui mène? Qui mène? Mais le patronat, les capitalistes. Lorsque nous sommes dans le cadre d'une élection législative, je me souviens que dans le canal enchaîné, j'avais vu 2 propositions de loi qui avaient été rédigées par des entreprises. Et dans un cas, c'était le bâtiment, et le député avait oublié de modifier, il avait reproduit avec des fautes. Et bien évidemment, on avait tourné en dérision. On a envie de vous demander pourquoi vous venez dans ce système-là, en fait. On a envie de vous demander pourquoi vous participez à ce carnaval. Il ne faut pas seulement avoir envie de me le demander. Vous me le demandez, je vous répondrai. Je vous pose la question. Bien. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Nous sommes là pour quoi? Je l'ai dit au départ et j'y reviens. Nous sommes pour qu'il y ait beaucoup de fortes luttes sociales. Et nous sommes pour que ces luttes sociales, ce que certains encore appellent des grèves, des mouvements sociaux, on va jusqu'à parler de prise en otage, nous sommes pour que ces luttes sociales se transforment en force politique. Cette force sociale se transforme en force politique. Et nous disons que parmi tous ces candidats, que ce soit en Martinique ou en France et ailleurs, la très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ne sont que des aspirants serviteurs du patronat.
C'est à Y ça. compris vos collègues autour du plateau? Écoutez, je répète que le président du MIM a fait voir, il vote Macron. Monsieur Petit se réclame de Macron. Moi, je vais vous dire ce qu'il présente Macron. Et j'ai été très content d'entendre Monsieur Dinal nous préciser une chose. Il a dit que son parti, son groupe politique, n'appelait pas seulement à barrer la route à Marine Le Pen, mais à voter pour le programme de Macron. Ah oui, Alors, non, pas le programme, de voter Macron. Attendez. Ne confondez pas voter le programme de Macron et voter Macron. Alors, de ce raccourci, s'il vous plaît, mais non, écoutez, dispensez-moi de ce raccourci. Monsieur, parce qu'il y a un gouffre entre ces deux termes. Mais non. Monsieur Dinal, j'avais prévu ce genre de choses. Vous voyez ça? Ça, c'est la reproduction du bulletin, d'accord? Oui. Macron. Et alors? Vous voyez, il n'y a rien d'autre écrit là. Il a écrit Et son alors? nom et son prénom. Et alors? Et puis, vous voyez ici, ça, c'est son programme. Oui. Ou une synthèse. Il est écrit « Voter pour Emmanuel Macron, c'est… » Et il détaille un certain nombre de choses. D'accord? Donc, lorsque vous prenez ce bulletin, que vous dites « Voter Macron », vous votez pour ça. Non. Et je vais m'expliquer. Attendez, Alors, non. Monsieur Jean-Marie, il vous reste moins de 2 minutes. Donc, il faudrait garder un peu de temps de parole. Je fais le point d'ailleurs sur les temps de parole Vous allez quand même aller respectifs. jusqu'au bout de ce que j'avais à Vous dire. aurez, Ça le va temps, pas. vous aurez le temps, mais dans quelques minutes. Voilà. Alors, Monsieur Louis-Marie, 2 minutes 45, Monsieur Nilor, 3 minutes 50, Monsieur Dinal, 4 minutes 01, Monsieur Petit, 5 minutes 04, Monsieur Kilo, 3 minutes 28, et vous, donc, Monsieur Jean-Marie, 1 minute 40, me dit-on. Voilà, donc pour les temps de parole, on va prendre 1 minute pour que vous répondiez à une question sur une priorité que vous mènerez, une loi, un projet de loi prioritaire si vous êtes élu, avant de passer la parole à Mike Irask pour la dernière partie de cette émission. Alors, on va commencer avec vous, Philippe Petit. Il vous faut aussi garder du temps pour répondre aux questions de Mike Irask. Alors, sur cette question des priorités, on va refaire un peu de politique fiction. Vous êtes élu le 18, au lendemain des élections législatives. Quelle est l'idée que vous ou votre groupe allez défendre pour la Martinique? J'ai un petit peu de temps et je voudrais quand même rebondir. Tout à l'heure, on n'est pas revenu sur le groupe Vous parlementaire. n'oubliez pas ma question. Non, sur le groupe parlementaire Outre-mer. Moi, si je siège à l'UDI, je ne vais pas siéger dans un groupe parlementaire Outre-mer. C'est la confusion de la droite classique, dans l'occurrence M. Monplaisir, Mme Saïd Soutane, M. Laventure, Mme Mousseau, qui en travaillant avec vous à la CTM font qu'on a l'impression qu'on n'a plus que simplement à faire la Martinique un seul parti. C'est-à-dire que nous allons avoir donc un parti et puis finalement on va le remettre en France, le parti des Domiens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un repli sur soi. C'est réducteur et ce n'est pas justement par rapport au système de Macron qui voit qu'on doit aller avec de l'optimisme dans un débat. Et je n'ai pas... Alors, si le Parlement outre-mer, entre guillemets, se fait, mais moi, je pense que pourquoi on n'a pas de ministre? Pourquoi c'est toujours des Guadeloupéens, des Réunionnais ou autres? On ne court pas derrière des postes de ministres. Mais il me semble que c'est parce qu'on s'est tellement engagé sur l'anticolonialisme primaire d'Aimé Césaire, gloire à lui au temps de la négritude, et ensuite de Marie-Jeanne, l'anticolonialisme, que finalement... on arrive à ne pas considérer que la Martinique puisse pouvoir obtenir... Tu vas me répondre. David Daniel, vous allez réagir. Alors, oui, mais pas primaire. Non, mais tu vas... Ce qui fait que c'est ce qui ressort de la tête de quelqu'un qui se dit, en France, mais comment un indépendantiste a pu être élu avec la voix de la droite? Et donc, il se dit que, voilà, nous sommes dans un truc qu'il ne comprend pas. Et c'est tout à fait ce que tu dis. Et moi, j'estime qu'à l'intérieur d'un groupe, si on avait des députés valables, si on avait des députés vigilants, si on avait des députés présents, eh bien, on pourra à l'intérieur d'un groupe influer et faire quelque chose pour que la Martinique soit agrandie et qu'on puisse obtenir. Alors, mes priorités... Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans cette mandature. Eh bien, c'est bien. Eh bien, je te félicite, les électeurs en décidant. Alors, ma question, s'il y a une idée, s'il y a une priorité que vous aimeriez défendre? Alors, c'est l'emploi, évidemment, à la Martinique, mais l'emploi doit se faire avec aussi... la notion de penser qu'il faut aussi pouvoir combler les déficits publics. Et en comblant les déficits, c'est souvent antinomique. En comblant voilà, c'est souvent antinomique. Donc, quand j'écoutais David parler tout à l'heure de l'hôpital public, puisque à la Ménard et dans le plateau technique qu'on a, quand vous voyez que la France donne de l'argent, les 170 millions d'euros pour ce fameux plateau technique... Il y a une partie des impôts de la Martinique dedans, quand même. Des impôts de la Martinique.
je considère que nous avons un devoir d'aller justement là-bas et de montrer que nous avons un projet valable sur tous les domaines. Dans un système libéral, quand il y a des déserts médicaux, moi je suis pour des petites zones franches ponctuelles. C'est-à-dire que si on arrive à faire du côté de Basse-Pointe une petite zone franche ponctuelle, commerciale et hôtelière, eh bien, on pourra installer des médecins là qui viendront. Et ce n'est pas d'une incitation où on va leur donner, parce qu'ils ont fait leur cursus de médecine à la Martinique, qu'on va leur dire, comme M. Letchimi voulait à un moment donné, on va vous donner 15 000 € pour venir vous installer. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être votées, et lorsqu'elles sont votées sur le plan national, qu'on fait une petite zone franche ponctuelle, eh bien, je suis sûr que des Martiniquais qui sont en France viendront créer de l'emploi. On a bien compris, pour vous, c'est l'emploi. Au moins l'emploi. Éclusez votre... Il vous reste deux minutes, donc on les garde. Merci. David Dinal, il vous reste 4 minutes, donc vous pouvez répondre. Vous souhaitiez réagir au l'anticolonialisme. Il peut dire anticolonialisme, mais primaire, non. Je ne parlais pas de ma vue, de la perception de l'autre. Alors, s'il y a une idée, une priorité majeure que vous aimeriez défendre sur les bancs de l'Assemblée nationale pour la Martinique, ce serait laquelle? Moi, je pense qu'il y a des priorités. Alors, dans ces priorités, je vais aller rapidement. Faisons une petite sélection. Je vais aller rapidement. Nous sortons d'une mandature, nous sortons d'un mandat législatif qui nous a amené aux Outre-mer quelque chose de fondamental. La loi égalité réelle, qu'on attend depuis 1946, ce qui fait 71 ans. Il y a en particulier les députés, les parlementaires, de manière générale, les sénateurs aussi se sont battus à la fin de cette mandature pour mettre ça en place. Aujourd'hui, c'était une promesse présidentielle. Oui, mais entre les promesses et la réalité, c'est autre chose. Par contre, aujourd'hui, nous avons cette loi. Donc cette mandature, il sera important, fondamental, prioritaire d'aller faire appliquer tout ce qui est dans cette loi. Et il y en a. Prestations sociales, et rattrapage des prestations sociales, rattrapage au niveau des pensions, rattrapage au niveau des infrastructures, de la continuité territoriale, des billets d'avion, enfin, il y en a. Donc, il faut se concentrer pour moi sur ça. Et puis, à partir de ça, nous devons aller plus loin. On ne va pas simplement se contenter de ça et trouver des possibilités de développement économique. Nous avons une idée importante, moi en particulier et d'autres de mon groupe, c'est créer ce qu'on appelle les ports francs. Un port franc qui permettra, puisqu'il y a une fiscalité particulière et des entreprises franches, qui peuvent être n'importe où, les entreprises franches, permettent d'avoir des intrants, de faire du transbordement. Pourquoi? Parce que vous avez le canal de Panama qui peut passer de 7 millions de conteneurs à 15 millions de conteneurs, sans compter le canal du Nicaragua. Il ne suffit pas de dire la Caraïbe, le Calypso, c'est pareil là. Non, il nous faut nous intégrer dans cette zone économiquement. Et bien sûr, à travers ça, nous pourrons créer des activités et surtout, à travers ça, c'est pas parce qu'on parle de choses défiscalisées qu'il y aura des exploitations de travailleurs, puisque nous avons des lois pour protéger nos travailleurs. Mais toujours est-il, il faut de l'activité et la loi égalité réelle, notamment à travers le vieillissement de la population, il faudra faire de la formation, tout ça, former des gens, on aura de l'activité. Et j'y crois. Très bien. Gardez quelques minutes. Steve Louis-Marie, l'une de vos grandes priorités, si vous êtes élu député de Martinique? Faire passer ma proposition de loi, qui touche plusieurs domaines, mais particulièrement un domaine qui me tient à cœur, la santé, où je me suis déplacé pendant ce temps de campagne, où je me déplace encore, et je les ai rencontrés, M. Nilor. Ces hommes et ces femmes qui sont en pleine souffrance, je les ai rencontrés, ces gens qui sont extrêmement malades, gravement malades. Je les ai rencontrés, j'ai vu dans leur regard cet oubli de la Martinique. Et je veux retranscrire, là, ce soir, ce qu'ils m'ont soufflé à l'oreille. Nous les oubliés. 1500 cas de cancer. 1500 cas chaque année dans vos familles. Aucune famille n'est épargnée. Au nom même pas du respect de la Martinique, mais de l'humain. Vous n'aviez pas le droit, M. Nilor, d'être aussi souvent absent de l'Assemblée nationale. Je vous le dis en face, après l'avoir dit sur les réseaux sociaux, après l'avoir crié sur tous les médias. L'attitude que vous avez eue à l'Assemblée nationale, c'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est sanctionnable.
Et je sais que vous pesez ces mots, puisque je sais que vous les reprenez dans vos débats. Et cela me fait plaisir. Très bien. Je ne peux pas accepter que la Martinique entière, Monsieur Marie-Jeanne, vous transmette un caleçon de géant, vous permettant d'embrasser les voix de la population martiniquaise. Parce que je n'ai pas terminé. Là, vous commencez à délirer. Je n'ai pas terminé. Moi, je n'ai pas commencé. Il vous a permis. Monsieur vous commencez à délirer. Écoutez-nous 2 minutes. On vous a posé une question. Je réponds. Non, vous n'avez pas répondu. Non, attendez. Je réponds. Attendez, je suis en train de répondre. Oui, non, Alors, vous n'avez pas répondu. Je suis en train de répondre. On vous demande d'y Et je répondre. profite pour parler Non, de mais... ça. Ces gens m'ont donné un message. Pas pour M. Jean-Philippe Nilor seulement, j'avais besoin de lui dire. Mais pour tous ceux qui seront là, et peut-être l'un de vous, Et peut-être pour vous. et peut-être pour moi, peut-être, ne les oubliez pas. Monsieur Nilor, faites-moi une promesse. Allez les voir. Vous les avez oubliés. Allez les voir. Ne passez pas à voir des directeurs. Allez les voir. Monsieur Lumari, on vous remercie. Il faut les voir. Remercie. Vous avez épuisé le temps qui vous était donné sur cette question. Alors, comme vous avez été interpellé, monsieur Nilor, alors, je veux pas non plus attendez. Vous allez répondre ou pas, c'est vous qui choisirez. Mais en tout cas, notre question est la suivante. Vous repartez et vous avez des convictions fortes et vous avez une envie d'être élu à nouveau. Vous repartez sur une éventuelle second mandat. Votre priorité? Alors, je dois dire que lors de cette première mandature, malgré un contexte hostile, souvent avec un gouvernement qui était quand même hermétique à beaucoup de nos propositions, nous avons pu obtenir un certain nombre d'avancées concrètes, comme par exemple l'arrêt de l'épandage aérien de pesticides, qui, soit dit en passant, est à l'origine de tout ce foisonnement de cancers, de maladies qui se développent chez nous. C'est bien de constater une situation, c'est encore mieux de comprendre pourquoi on en est arrivé là, dans cette situation-là. Pour l'accès garanti de la production martiniquaise dans les grandes surfaces, c'est la première fois que la notion de production martiniquaise est reconnue par l'Assemblée nationale française et où obligation est faite aux grandes surfaces d'accorder un espace à cette production martiniquaise. Pour l'amélioration du pouvoir d'achat, la baisse d'un certain nombre de prix, même si c'est encore largement insuffisant, sur le transport aérien, sur les tarifs bancaires, sur les taux bancaires, etc., etc. Donc, pour la mise à disposition de moyens financiers pour l'équipement sportif en Outre-mer. Je me suis battu pour ça. J'ai obtenu tout ça. Ça, c'est le bilan. J'ai obtenu et vous le tout ça. développez lors de vos meetings, etc. Mais il faut le dire. Là, on il a faut envie, le dire. Non, mais là, on a envie de vous entendre sur l'avenir. Mais par exemple... Il faut que vous répondiez aussi à M. ne vous inquiétez pas. Par exemple, sur la retraite des agriculteurs, il y a une loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, qui a été votée le 2 février. Je considère qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est une loi qui a été portée par le groupe GDR et qui va faire qu'au 1er janvier 2018, les agriculteurs martiniquais qui, pour l'instant, n'ont aucun plancher de retraite, pourront bénéficier d'un minimum de 800 €, c'est-à-dire 75% du salaire minimum. Cette loi a été votée à l'unanimité. Il faut maintenant qu'elle soit votée dans les mêmes termes au Sénat et elle sera appliquée. Ça, c'est une réussite. Mais pour bien comprendre pourquoi je continue de m'engager à travers cet exemple-là, nous, aujourd'hui, on va bénéficier de 75%. On n'avait pas de plancher. On a franchi un grand pas. Et ce sera un réconfort et juste, ne serait-ce qu'une juste mesure pour toutes ces personnes-là qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Mais tenez-vous bien, pour que nous, on passe à 75%, les agriculteurs français, il a fallu qu'ils passent de 75% à 85%. C'est-à-dire qu'il y a toujours une discrimination, il y a toujours des disparités, et c'est le combat que nous allons mener aussi dans cette prochaine mandature, le combat pour les retraités, le combat pour l'emploi, pour la formation professionnelle. Je n'ai pas le temps de tout décliner ici, mais... Et vous avez préféré ne pas répondre aux attaques formulées par... Mais non, je préfère oublier ça. C'est bien d'inventer des mots, c'est bien. Moi, j'étais de ceux qui ont inventé des mots donc aussi. Ne répondez pas. Mais non, je dois dire tout simplement que moi, j'appelle le peuple martiniquais à pratiquer à l'occasion, dès le premier tour de ces élections-là, le calotage électoral et le déculottage politique. Très bien. Très bien. On aura retenu la formule. Monsieur Jean-Marie, sur une grande priorité, si vous êtes élu,
N'oubliez pas qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il vous reste 1 minute 40 et vous vouliez terminer un propos sur le programme d'Emmanuel Macron. Donc peut-être choisir entre l'un ou l'autre. Il faut terminer sur le programme d'Emmanuel Macron, bon, parce que de quoi parle-t-on aujourd'hui? De quoi parle-t-on aujourd'hui? Nous avons, autour de cette table, et en Martinique 53, ailleurs, je peux comprendre qu'il y a 7 882 candidats, pour occuper 577 places. Mais d'avance, M. Macron, parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de macronistes, a déjà dit « je procéderai par ordonnance ». C'est-à-dire que des députés élus renonceront à débattre et laisseront au président et au gouvernement le soin de prendre des ordonnances pour aller plus vite. Je ne fais pas de M. Dinal mon adversaire principal, mais enfin, lorsqu'il dit, et heureusement que vous m'avez interrompu, je vous remercie, il dit « nous avons des lois pour protéger les travailleurs ». J'ai l'impression que M. Dinal n'a pas lu le programme de M. Macron. Libérer le travail et l'esprit d'entreprise, baisse de 60 milliards des dépenses publiques. Vous savez ce que ça veut dire? 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Mais surtout, simplification drastique du Code du travail grâce aux accords d'entreprise. C'est-à-dire que la loi travail contre laquelle on s'est battu, eh bien, il va multiplier ça par vitesse 100. Et puis surtout, je vais vous dire quelques déclarations de M. Macron. Oui, on va aller vite. Les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord. Je vois déjà quelques syndicats. Le chômage de masse en France, c'est parce que les travailleurs sont trop protégés. Vous osez nous dire, monsieur, que nous avons des lois pour protéger les travailleurs? Lesquelles? Moi, je vais vous dire, le gouvernement que vous vous apprêtez à soutenir, c'est un gouvernement qui va cisailler et qui va tout faire, parce que, je termine là-dessus, voilà une de ses déclarations, bien souvent la vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut pas l'oublier, il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. Vous savez, il y a un candidat ici qui sait qui je suis, c'est M. Petit, et je sais de quel domaine je parle. Très bien. Monsieur Kilo, il vous reste quelques secondes pour nous dire votre priorité. Vous avez, il vous reste 3 minutes 28. Mike Iras va vous poser des questions et vous aurez... Ah d'accord. Vous avez 1 minute 30. Rapidement, je voudrais répondre. Donc vous me demandez quels sont les projets que je vais soutenir. Il y a d'abord, puisque on a parlé tout à l'heure de la moralisation de la vie publique. Et moi, je dis que telles que les choses, telles que l'administration française existe, avec, je disais tout à l'heure, des députés, des ministres, qui c'est toujours le même ronronnement, nous disons, nous, dans le programme de l'avenir en commun, qu'il faut changer la République. Il faut passer à une 6e République. Une 6e République qui permettra justement de toutes les récriminations que nous entendons, c'est ainsi que ça va nous permettre de changer la donne, premièrement. Deuxièmement, nous avons deux collègues ont parlé de la santé. M. Dinal, évidemment, et aussi M. Steve Louis-Marie. Eh bien, moi aussi, c'est mon dada, la santé. Parce qu'effectivement, je ne peux pas comprendre que nous ayons autant de maladies et nous connaissons les causes. Nous connaissons la cause. Et nous allons travailler, personnellement, je travaillerai, à ce qu'on mette plus d'argent dans les programmes qui permettront de faire des études pour d'abord donc éradiquer la pollution des terres agricoles notamment, pour que nous puissions passer à une suffisance alimentaire bio. Alors très bien, Monsieur Kilo, je vous arrête ici parce qu'il vous faut garder du temps de parole pour Mike Iras qui justement va nous rejoindre. 2 ans après les élections à la CTM, au lendemain de l'élection présidentielle, quels sont les enjeux et positionnements individuels et collectifs de ces législatives? C'est la question que Mike Iras vous pose maintenant, et ce, juste avant la minute de conclusion qui clôturera ce débat, à l'occasion de laquelle aussi vous aurez l'occasion de réagir, Monsieur Louis-Marie. Oui, excusez-moi, mais je veux juste répondre quand même parce que c'est important. Vous répondrez lors de votre Oui, je vais répondre, mais je lui dis quelque chose. Je suis très content d'entendre ça, parce qu'il y a longtemps que les Martiniquais ont besoin d'entendre qu'on va leur rétablir le capital santé. Je vous remercie. Très bien. C'est à vous, Mike. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Mike. Alors, on va commencer par Philippe Petit. Bonsoir. Bonsoir, Philippe Petit. Alors, tout à l'heure, quand Eddy Marajo vous a posé
la question d'une compatibilité éventuelle entre Emmanuel Macron et l'UDI, plutôt La République En Marche et l'UDI. Vous avez fait une réponse très, très disciplinée en termes de hiérarchie par rapport à l'UDI national. Mais Philippe Petit, à titre personnel, est-ce que vous ne seriez pas déjà en marche par hasard? Je vous pose la question parce que vous avez signé un communiqué de presse très récemment après l'annonce de la composition du gouvernement d'Édouard Philippe et un communiqué de presse enfin, très, très positif à l'endroit de ce gouvernement. D'aucuns diraient peut-être un communiqué un peu flatteur. Je vous cite. Alors, par un savant dosage de ministres de droite et de gauche, Emmanuel Macron et Édouard Philippe redonnent vigueur et vitalité à la Ve République, à la manière du général de Gaulle. Place au centre libéral humaniste. Cette coalition des forces doit être en marche pour affronter les bouleversements du XXIe siècle. Est-ce que, là je m'adresse, vous avez évoqué votre profession de pharmacien, est-ce que le pharmacien Philippe Petit est soluble dans le macronisme? Alors, je l'ai dit dès l'introduction, quand j'ai fait ça il y a 24 ans, le mouvement libéral martiniquais, c'était exactement ça, donc je n'ai pas changé. Et je voudrais répondre à M. Gabriel Jean-Marie concernant les ordonnances. Effectivement, c'est une habilitation, et d'accord, mais ensuite il faut quand même la ratification derrière. C'est-à-dire qu'une fois que la loi d'habilitation est passée, le gouvernement prend des ordonnances et puis il y a quand même la ratification, donc il y a quand même un travail de député. Je voulais juste dire ça. Deuxièmement, l'enfer est pavé de toutes les bonnes intentions concernant M. Quilot et M. Jean-Marie. Je l'ai toujours dit, pour moi, notre ami Mélenchon, c'est Robespierre. C'est-à-dire que c'est la terreur au moment de la Révolution. Ce sont des gens qui vont vous couper la tête parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tête qui dépasse. C'est mon opinion. Quand mes fils, quand on a discuté politique, je le dis, c'est la terreur. Et M. Jean-Marie, j'ai eu l'occasion d'avoir des débats avec Ghislaine Joachim-Arnaud, toujours correct, sur le fait que quand le mur de Berlin, et c'est ce qui fait d'ailleurs mon livre au départ, est tombé en 1989, on s'est aperçu que les républiques communistes soviétiques, socialistes, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de liberté, ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il vous reste 50 secondes pour concernant ce communiqué de presse. Sa teneur très positive. Concernant son communiqué de presse, je l'ai dit, je siégerai, si je suis élu, dans un groupe de l'UDI, et évidemment, j'appuierai les démarches macroniennes qui me paraissent valables, notamment dans un certain nombre de domaines, contrairement, je m'engage, contrairement à M. Jean-Marie, dans le Code du travail, pour que justement on puisse dépoussiérer certaines lourdeurs pour faciliter l'emploi. Très bien, merci. Monsieur Dinal, alors en 2012, Arnaud René Corail, qui était le candidat de l'alliance EPMN dans le Sud, disait qu'il avait été réquisitionné par l'alliance et l'alliance elle-même reconnaissait l'avoir réquisitionné. Vous, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez mis en avant votre volonté d'y aller, votre détermination. Qu'est-ce qui fonde une telle volonté, sachant que votre dernier rendez-vous avec les urnes dans le Sud, aux Anses d'Arlé, au municipal 2014, au premier tour, vous aviez recueilli 860 voix, c'est-à-dire alors que votre adversaire, l'actuel maire, avait recueilli près du double de voix. Qu'est-ce qui fonde votre détermination à y aller malgré certaines réalités, on va dire? La réalité, c'est quoi? Il ne faut pas confondre les élections municipales et puis des élections législatives. Ouais. Mais pour ce contact-là avec le Sud. Eh bien, je suis du Sud. Certes, aux Anses d'Arlé. Je suis du... Mais non, monsieur, j'ai fait mes classes au Diamant, à Rivière-Salée, partout. J'ai joué au volley, je suis dans les associations, je vais faire des parcours du cœur, des parcours santé dans tout... Non, monsieur. Donc très connu dans toute la circonscription. Mais bien sûr, et c'est grâce à ça, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut être maire ou bien il faut avoir un mandat politique. Je suis d'abord... Ça peut aider quand même, hein. Non, je suis... L'histoire politique l'a prouvé. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, je disais qu'on a une activité débordante au niveau social, au niveau économique, parce que j'ai aussi, je suis médecin dans le Sud, j'ai mis un plateau technique de ma poche pour l'ensemble de la Martinique important. C'était dans le cadre de la territorialisation des problèmes de santé, c'est-à-dire en proximité. Donc j'ai un vécu de citoyen, j'ai un vécu qui est multiforme. Donc c'est en fonction de ça que je suis engagé en politique, je travaille avec des politiques, avec des associations, et j'ai été, d'abord je ne vais pas dire on m'a réquisitionné, j'étais volontaire. Oui, et à partir de cette volonté, j'ai rencontré l'adhésion
de militants politiques, de partis politiques, de maires, puisque j'ai quatre maires qui me soutiennent, mais quand même, tout ça, c'est ça qui fait les choses. D'ailleurs, pour revenir à Macron, Macron n'est même pas élu. Trump encore moins, s'ils n'ont jamais été élus. Alors, je ne dis pas que je suis Macron, mais je dis qu'il faut changer le paradigme. Il faut revoir les choses. La politique, ce n'est pas pour certains si on veut changer les choses. Alors, voilà. Alors, ensuite... Merci. Enfin, ça dépend de non. Je ne suis pas maître de l'horloge. Il vous reste 20 secondes pour répondre à cette question, finir votre propos. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses importantes pour moi dans le Sud, par exemple, pour la Martinique entière. Je suis dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il y a le vieillissement de la population. Il faut, au niveau des logements, au niveau de la couverture, au niveau des infirmières, puisque les soins aujourd'hui de l'hôpital ne se font plus à la Ménard. Ils se font dans les hôpitaux périphériques. Je veux défendre l'hôpital des Trois-Îles. Je veux défendre l'hôpital du Marin. Je veux défendre l'hôpital de Trinité. C'est ça la santé. Pourquoi les gens puissent travailler, il faut d'abord qu'ils aient la santé. Et ça, c'est la politique de santé. Je veux m'investir dedans. C'est mon domaine particulier, plus les autres domaines, parce que je suis un citoyen qui veut voir les choses de manière globale. Très bien, M. Dinan. Alors, M. Quillot, bonsoir. Alors, même si certains militants de la France insoumise refusent de le reconnaître, Jean-Luc Mélenchon est l'incarnation absolue du mouvement. Alors, il a recueilli presque 30 000 voix au premier tour pour la présidentielle, plus de 9 500 voix dans la circonscription sud. Mais est-ce que le soufflet, pardonnez-moi cette image culinaire, est-ce que le soufflet du premier tour ne va pas retomber pour ces législatives, justement en raison de ce déficit, voire de cette absence d'incarnation en Martinique? D'abord, je voulais répondre, si vous le permettez, à M. Petit, rapidement. Ah, okay. Personne ne veut répondre directement à mes questions. Je vous répondrai directement, mais entre parenthèses, je lui dirais que... mais il s'agit du même sujet, parce qu'en fait, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Comme il a dit tout à l'heure que M. Mélenchon c'est coupé tête, je dois te dire que M. Macron, c'est coupé poche. Ça existe aussi, couper les poches. C'est une bonne réponse. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, mais ce n'est pas vrai que vous disiez qu'on le refuse. Effectivement, Monsieur Mélenchon, il faut bien qu'un homme incarne une idée ou un ensemble d'idées qui est résumé. Et c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a produit l'Avenir en commun. Monsieur Petit a écrit 2 livres, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas écrit tout seul dans son coin l'Avenir en commun. L'Avenir en commun, c'est le résultat de réflexion de nombre de personnes. Tout à l'heure, on disait des personnes de la société civile, des médecins, des ingénieurs, qui ont donné un certain nombre d'idées. Et des idées qui, effectivement, qui peuvent paraître révolutionnaires, tout simplement parce qu'il veut changer le paradigme. Il veut changer la manière de gouverner. Et ça devrait suffire pour les électeurs de la circonscription. Ben oui, parce qu'on entend tout le temps, on l'a entendu encore dans votre télé, que les gens ne font rien. On l'a reproché à M. Nilo qu'ils ne font rien, que les gens mettent de l'argent dans leur poche. Eh bien, aujourd'hui, nous proposons, et notamment avec la 6e République, parce que vous m'avez pas... Enfin, j'ai pas eu le temps de le dire, de changer les choses, changer le paradigme, parce que ça permettra de changer les autres. De conclusion, parce que vous n'avez plus le temps de parole. Alors, M. Nilo, bonsoir. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, à la question de Kathleen Billes, qui vous demandait si M. Marie-Jeanne vous avait lâché, vous avez invité les journalistes à aller chercher l'info, notamment. Alors moi, l'info, je n'ai pas eu à la chercher, elle est presque que venue à moi. C'est une info, entre guillemets, très très récente, peut-être même 24 heures, quoi, à peine. Hier soir, Alfred Marie-Jeanne était au meeting du candidat Fabrice Dunon dans le centre, candidat dans le centre, au Lamentin. Et il a eu ce propos, évidemment, il s'est exprimé à la tribune, au micro, il a eu ce propos où il évoque ce qui s'est passé en 2012, c'est-à-dire le fait qu'il a, tout le monde le sait, qu'il a quitté la circonscription sud pour aller tenter, prendre le pari de la circonscription centre. Voici ce que M. Marie-Jeanne a dit hier soir, probablement à la même heure. C'était une manière provocatrice de m'en aller, croyant avoir laissé en bonne main un héritage très fructueux, un flambeau que l'on ne devait pas laisser choir. Choir, c'est-à-dire tomber, etc. Je suis venu moi-même ramasser le flambeau.
pour le passer à d'autres mains, telles les mains de Fabrice Dunon. Quand on entend un propos comme celui-ci, M. Nilor, on a envie de vous demander qu'est-ce qui se passe avec M. Marie-Jeanne? Quelle est la relation Nilor-Marie-Jeanne? Alors, dans le cadre des élections législatives, je ne suis pas venu sur ce plateau pour répondre sur ma relation avec Alfred Marie-Jeanne. En tout cas, je n'ai aucun problème avec Alfred Marie-Jeanne. Mais comment vous interprétez un tel propos? Je n'ai pas à interpréter ces propos-là. C'est à lui qu'il faut demander, qu'il faut poser ce genre de questions-là. Ce n'est pas à moi. Vous êtes concerné de manière même pas implicite. Non, ça me laisse imperturbable. Je suis en train de mener un combat dans la circonscription du sud de la Martinique. Ce combat-là, on le mène dans de bonnes conditions jusqu'à présent. Le retour... Mais pourquoi voulez-vous m'affubler en permanence d'Alfred Marie-Jeanne? Parce que c'est le président du MIM et que le MIM n'a un seul candidat à cette élection, c'est vous. Justement, c'est parce que certainement il considère que je peux voler de mes propres ailes et gagner ce combat-là sans qu'il soit omniprésent. Pour lui, Jean-Philippe Nilor a déjà gagné. Non, Jean-Philippe Nilor n'a pas encore déjà gagné. Je ne rentre pas dans ça. Mais en tout cas, il doit considérer très certainement que je suis capable de mener le combat avec les camarades qui me soutiennent jusqu'à la victoire. Ce que nous avons fait, soit dit en passant, pour les élections à la CTM. Dans la circonscription du Sud, nous avons organisé et nous avons mené le combat. C'est-à-dire sans Alfred Marie-Jeanne? Non, mais Alfred Marie-Jeanne était tête de liste dans une autre circonscription. Vous me faites perdre du temps avec des questions qui n'en valent pas la peine. Je vais malheureusement souffrir que je vous fasse perdre un peu plus de temps. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous assurer, quand je dis nous, c'est aux téléspectateurs, il reste à peu près 15 jours de campagne avant le premier tour. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir qu'Alfred Marie-Jeanne sera à vos côtés au moins une fois avant le premier tour? Je ne vous assure de rien du tout. De toute façon, ce serait quand même la moindre des choses que le président du parti vienne faire un petit tour dans le Sud. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est déterminant. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, ce que je sollicite, et à un moment, c'est comme ça que les choses doivent se passer dans la vie. Il faut que le soutien du peuple martiniquais qui a fait ma solidité qui est dans les moments difficiles par rapport aux attaques incessantes que j'ai pu subir. Mais cette solidarité du peuple martiniquais là, qui fait ma solidité en toutes circonstances, il faut qu'elle soit affirmée dès le premier tour pour une victoire dès le premier tour de cette élection-là. C'est dit clairement. Mais je vais préférer parler d'autre chose. Il vous reste 30 secondes pour la minute de conclusion. Alors, monsieur Louis-Marie, manifestement, vous assumez d'être aussi un provocateur. Vous avez on s'en est rendu compte encore ce soir, le verbe haut. Mais vous n'avez pas fait preuve que d'humour à l'endroit du député sortant. Effectivement, il y a eu Fifi, il y a eu le calçonnage, etc. Mais il n'y a pas eu que des propos teintés d'humour. Dans une interview récente, voici ce que vous indiquiez. Monsieur Nilor n'arrête pas de mettre à mal la fonction de député avec les soupçons, les rumeurs. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis capable de faire une conférence de presse et de demander à Jean-Philippe Nilor de s'expliquer sur les soi-disant rumeurs, sur les faits avérés ou pas, parce que c'est un problème. On n'a jamais entendu ça s'agissant d'un autre député. Il faut redorer la fonction. Monsieur Nilor est en face de vous, vous l'avez interpellé tout à l'heure. Alors, c'est pour quand la conférence de presse? Alors, ça ne me pose aucun problème. J'ai dit à monsieur Nilor, à l'instant, que je lui reprochais d'être trop souvent absent à l'Assemblée nationale. Je lui ai reproché d'avoir manqué de loyauté face à monsieur Marie-Jeanne. D'accord? Je vous le dis en face. Vous comprenez? J'ai enlevé mes bornes, elles sont derrière moi. Ça ne me pose aucun problème de vous le dire en face. La fonction d'un député, vous l'avez salie. Vous entendez ce que je vous dis? Moi, Steve Louis-Marie, je vous dis que vous n'avez pas arrêté de salir la fonction de député, M. Nilor. Et je vous dis quelque chose. J'ai dit ça. Si jamais il y a des sites Internet ou autres qui colportent des fausses rumeurs sur vous, je me propose gratuitement d'être votre conseiller juridique. Et nous mettrons ensemble la lumière sur cette affaire. Monsieur Nilor, je vous explique quelque chose. Ayez un peu, vous êtes le député des urnes et je l'ai compris. Je l'ai compris quand j'ai rencontré ces nombreuses associations. Ces nombreuses associations qui me parlaient des carottes. Vous êtes sur votre minute de conclusion, monsieur Louis-Marie, donc à vous de choisir si vous souhaitez continuer. Une seule chose à dire, nous verrons. Donc la conférence de presse, c'est avant le premier tour, a priori? Mais je lui ai dit en face. Hein. Non, mais ça y est, sur ma question. Mais je viens de lui répondre. Et à la mienne, non? Vous reprenez votre question? La fameuse conférence de presse. Ah, mais c'est quand il veut. Ah, d'accord, ça dépend de son bon vouloir, c'est original comme principe. Non, mais ce que je voulais lui dire, c'était ça. C'était que j'étais capable de lui dire la vérité entre quatre yeux. Monsieur Nilor
pendant des mois et des mois, il y a eu des rumeurs vous concernant qui salissent la Martinique. Je dis bien qui salissent la Martinique. J'ai dit à plusieurs reprises partout que vous avez perdu vos dents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il nous faut envoyer un lion à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas fini. Il nous faut envoyer un lion à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a la force pour dire les choses, quelqu'un qui a la capacité de faire bouger la Martinique. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est trop tard. Vous aviez eu une chance incroyable. J'étais à vos côtés en 2000. Monsieur Louis-Marie, vous avez terminé, vous n'avez plus de temps, vous ne pourrez pas conclure. C'est à vous, Monsieur Lino, justement pour la minute de conclusion, il vous reste 30 secondes pour conclure. Sur cette affaire d'absentéisme, je dois dire quelque chose. Pendant les 8 derniers mois de l'année 2017, j'ai été malade, ça arrive à tout le monde. Il y a un médecin là, et il le sait. Et il le sait. J'ai été malade. Ce qui fait que les statistiques officielles en ont subi négativement les conséquences. Sur l'ensemble de la mandature, je n'ai pas été absentéiste. Ce n'est pas vrai. Donc arrêtez. Et il ne suffit pas de venir face à moi, de dire j'ose vous dire dans les yeux. Ce n'est pas ça qui fait la force d'un argument, le poids des arguments. Ce n'est pas en criant, comme vous le faites que vous allez convaincre qui que ce soit. En tout cas, vous ne m'impressionnez pas et on verra au soir du premier tour qui pèse quoi dans toute cette affaire. D'autre part, en 10 secondes, vous avez on ne peut pas dire que je n'ai pas été aux côtés des acteurs de la santé en Martinique. Je n'ai eu de cesse pendant toute cette mandature de me battre pour l'obtention de moyens pour l'hôpital au service des Martiniquais, contre le mouvement de désertification médicale. Et j'ai été, puisque vous parlez de gens qui souffrent, j'ai été le seul parlementaire à aider une association qui fait un travail extraordinaire. C'est l'Association pour les soins palliatifs en Martinique. Voilà. Je les ai aidés concrètement, pas en parole, mais en action. C'est à vous, Philippe Petit, pour la minute de conclusion. Oui, vous aurez. Je respecte l'ordre du tirage au sort pour conclure. On commençait par M. Nilor, ensuite M. Petit. Si, c'était la minute de conclusion, M. Nilor. Je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit. Elle l'a répété. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Vous voyez, je crois qu'on a assisté à un psychodrame entre deux personnes et un deuxième psychodrame par l'intermédiaire de M. Igras qui a fait que le père putatif, M. Marie-Jeanne, est remis en question pour son fils. Les épaules ne sont pas assez larges pour ça, M. Petit. Un psychodrame qui fait que M. Nilor a oublié de faire sa conclusion, c'est pas grave. La conclusion, c'est que pour moi, rassembler pour bas payer en chance, Saïd Soutan et vous, c'est la même chose. Vous êtes sur les mêmes bancs. Je me permets, je ne t'ai pas interrompu dans ta conclusion, de dire que si les Martiniquais votent pour M. Nilor, ils votent pour Mme Saïd Soutan, comme Mon Plaisir ou Boutrin, etc., et que ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que si vous êtes pas au deuxième tour, vous demanderez à voter pour Mme Saïd Soutan. Si Mme Saïd Soutan n'est pas au deuxième tour, elle demandera à voter M. Nilor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite et les indépendantistes, dans ce que vous appeliez justement dans cette globalisation outre-mer, j'estime que ce n'est pas sain. Moi, je le dis. Par conséquent, ce sont des votes inutiles. Et moi, je souhaite, je le dis franchement, en tant que mandaté par l'UDI, qui fait partie de la droite et du centre, appuyer les réformes de Macron, mais en étant présent à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire entendre la voix de la Martinique, et non pas qu'on ait seulement quelques scories qui font qu'on reste toujours là pour la plairer par rapport à d'autres départements où nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous méritons, parce que nous avons des gens valables tout autour de la table d'ailleurs. Alors, Steve Louis-Marie, vous aussi, vous avez épuisé votre minute de conclusion. Donc, je passe la parole à M. Kilo pour la minute de conclusion. Eh bien, moi, je dirais que quand je serai élu, parce que j'espère bien être élu, j'irai à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de la Martinique. Bien sûr, je serai un député national, mais il y a des problèmes que je voulais défendre pour la Martinique. Tout à l'heure, j'ai été interrompu par rapport au temps de parole, mais je voudrais parler de la transition écologique que nous devons mettre en place. Parce qu'il n'est pas normal qu'une petite île comme la nôtre, nous puissions dépendre à 93% d'énergie fossile, alors que nous avons près de 365 jours de soleil. Donc, je voudrais que les choses changent, que nous puissions passer au solaire, à l'hydrolien, à la géothermie, aux énergies marines. Il faut absolument que nous mettions en place des lois qui nous permettent
de faire ce travail. C'est terminé. C'est terminé déjà. Terminez votre phrase. Donc, je voudrais que les personnes qui ont voté à 30% sur la Martinique pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, qu'ils continuent à montrer ce qu'ils ont désiré. Monsieur Dinal, le mot de la fin. En conclusion, il y a quelque chose qui manque, c'est le bilan du député. Et là, je vois que le député dit, pas de deuxième tour. Moi, je pense qu'il y a un manque d'humilité et à la limite de l'arrogance. Moi, j'ai parlé des problèmes de santé. Je vois l'occasion de les développer. Vous en êtes tous conscients. Il faut apporter beaucoup à travers le vieillissement, équipé et tout. Là, on ne va pas revenir dessus. Mais je voudrais revenir sur ce bilan qu'on n'a pas fait. Ce bilan, je ne peux pas accepter que M. Nilor dit qu'il sera élu au deuxième tour, alors que j'ai regardé, et au premier tour, pardon. Ah, merci. Presque la totalité des amendements présentés irrecevables selon l'article 40. Savez-vous présenter quelque chose qui ne peut pas même entrer dans la porte? Des amendements rejetés, et si c'est rejeté, c'est du travail insuffisant. Des amendements non soutenus. On présente des amendements, on n'est pas présent. Alors, présence réellement insuffisante dans les commissions. Il faut conclure, monsieur Dinal. Présence insuffisante dans les commissions, ce qui le classe 552 sur 577 pour les 5 ans de la mandature. C'est terminé, monsieur Dinal. Okay. Donc, pour vous dire que je ne peux pas accepter ça quand on dit que je Vous êtes un menteur et les Martiniquais savent et ils voteront en conséquence. Ils savent. Alors, monsieur Jean-Marie, le mot de la fin pour vous, vous avez 1 minute pour conclure. Ce soir, nous avons entendu et nous entendrons encore beaucoup de candidats qui ont des programmes. La santé, c'est bien, sauf que lorsque les agents du CHUM sont en mouvement, on ne les voit pas, ceux qui en parlent de la santé. Parce que ce n'est pas seulement... Il ne faut pas uniquement dans les grèves, hein, on peut soutenir... Alors, c'est la minute de conclusion, vous n'avez pas été interrompu, monsieur Dinal. Ce n'est pas seulement dans des formules, des promesses. Dans un certain nombre de propositions, je n'ai pas entendu le financement. Et le financement, on en a eu des exemples il n'y a pas longtemps. Le 24 novembre 2016, augmentation de la taxe sur les carburants en Martinique. Prise d'effet 1er janvier. 2 plus 10 centimes, 12 centimes. Et puis, il y a eu toute cette mobilisation des citoyens du Sud. Pourquoi? Parce que les impôts ont augmenté, les taxes ont augmenté de 36%. Autrement dit, l'État retire l'argent, la dotation aux collectivités pour la verser à des patrons, à des capitalistes. CICE, pacte de responsabilité. Personne autour de cette table ne dit on ira prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des patrons. Donc ceci, il nous faut le savoir et le samedi 10, fixer, choisir les candidats qui défendent véritablement le camp des travailleurs. Merci, c'est la fin de notre premier débat. Merci, messieurs, d'y avoir participé. Restez avec nous. Dans quelques minutes, nous nous retrouvons pour le deuxième débat de la soirée avec Sylvia Seysoutane, la candidate de la droite et du centre soutenue par les Républicains, Émilie Joncart de Martinique Citoyenne, Sébastien Dubois de l'UPR, Jérémy Ferdinand de Nous Pepla, Daniel Duval-Violton représentant la Martinique qui parle vrai et Hervé Pinto du collectif Justice. Ce sera juste après cette courte pause. À tout de suite.